Bienvenue dans ce débrief hebdo comme tous les dimanches à 10 h. Dimanche dernier, le débrief hebdo, je sais, a duré 45 minutes. C'était pour prendre le temps d'expliquer dans quel type de contexte est-ce qu'on était, vous expliquer plus en détail mon point de vue, comment est-ce que j'allais opérer et aussi partager les difficultés qu'on traverse parfois parce que le trading, l'investissement sur les marchés, c'est pas un jeu. Alors, on en sort par le haut de cette période. Oui, on peut s'en féliciter même si ce n'est pas terminé. Alors aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Alors, installe-toi confortablement, monte le son et ben c'est parti. Le trading n'est pas un jeu, ce n'est pas chercher à avoir raison, cliquer et peut-être gagner. Impose-toi des règles. Je trade uniquement si j'ai un plan. Mon plan, je le fais en fonction des tendances, des zones clés. Je n'ai qu'un sens de marché et une invalidation. Pas plus de 2 trades perdants successifs pour un seul plan. C'est ce que j'appelle la règle des 2 cartouches. Concentre-toi sur 3-4 trades par semaine, 2-3 actifs et n'agis que sur les plans qui se déclenchent selon tes règles de trading. Sois discipliné, peu importe les conditions de marché, lève-toi et fais le boulot, même si la motivation n'est pas là. Ne lâche jamais un plan tant qu'il n'est pas invalidé. Rarement tu auras raison immédiatement. Le marché respire, travaille des zones. Ce n'est pas je clique, je gagne ou je perds dans les minutes qui suivent. Diminue la taille de tes positions pour te concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Te fixer des objectifs trop ambitieux, c'est t'inciter à faire de l'overtrading sans avoir de plan. Le meilleur moyen pour se détacher de ses émotions, c'est d'être concentré sur ce que tu fais, pas sur ce que tu voudrais. Gagne comme un riche et perds comme un pauvre. Vas-y à fond quand le marché va dans ton sens jusqu'à ce qu'il te donne tort. Ne laisse pas place à l'émotivité. Entends le bruit, ne l'écoute pas. Beaucoup ne seront pas d'accord avec toi. Inspire-toi de ce qui te tire vers le haut. À toi de décider si tu veux te focus sur l'échec ou continuer à agir constructivement avec ceux qui sont dans l'action. Les erreurs font partie du processus. Il faut les accepter. Elles sont là pour faire avancer. Nous avons traversé une semaine historique. Mais avant ça, quelques chiffres ont été publiés, notamment l'ISM aux États-Unis, qui est ressorti meilleur que prévu. 27e mois consécutif de hausse, que l'activité économique augmente. Alors pourquoi 27? Parce que il y a 28 mois, c'était le Covid. On a des améliorations au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la logistique des coûts, mais il reste un défi qui est la pénurie des matériaux et équipements. Même l'emploi s'est légèrement amélioré alors qu'il y a toujours un marché du travail restreint. Et là, oui, et là, c'est la minute coup de gueule. Je sais pas si on a prévu un jingle. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. J'ai vu et lu tous les commentaires a posteriori pour justifier le mouvement de marché après la publication de cet ISM qui est meilleur que prévu. En disant que oui, c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles que le marché baisse, parce que good news is bad news, parce que plus l'économie va bien, et plus la Fed, elle va taper sur les ménages et sur les entreprises en resserrant sa politique monétaire, en augmentant le coût de l'argent et donc en augmentant les taux directeurs. C'est faux, archi faux. Je sais, on cherche à trouver systématiquement des justifications de tous les mouvements de marché par tous les moyens qu'on a à notre disposition. Mais je rappelle quand même que Jérôme Powell, patron de la Fed, il a indiqué que peu importe l'évolution de l'économie, son combat, c'est l'inflation. Il focus dessus. L'économie, ça monte, ça baisse. Je change pas de fusil d'épaule, je ne change pas de direction, j'y vais là, je suis parti. Que ça aille bien, que ça aille moins bien, j'y vais. Et il estimera qu'il aura fait son boulot quand il y aura des chiffres tangibles que l'inflation est en train de se replier. Alors non, ce n'est pas parce qu'il y a des bonnes nouvelles que le marché baisse. C'est simplement que le marché attend des éléments un petit peu plus tangibles que simplement des sondages comme ceux des PMI. Les membres de l'OPEP, quant à eux, passent à l'action. Ils ont décidé de réduire la production de barils de pétrole de 100 000 barils en moins, ce qui représente 0,1% de la production mondiale. Donc, ils sont pas foulés. Je dis mondial, mais c'est normal, c'est mondial. Bon, bref. L'impact sera donc très faible. Disons qu'ils essayent d'anticiper un ralentissement économique, ce qui voudrait dire du coup une baisse des prix. Et pour essayer de stabiliser un peu le bazar, ils baissent la production. Et ils estiment qu'il y aurait aussi un possible retour de l'Iran sur le marché si jamais un accord sur le nucléaire devait arriver. Le Beige Book de la Fed a été publié. C'est un rapport écrit de la Fed, c'est réalisé 8 fois dans l'année pour écrire noir sur blanc quels sont
les conditions économiques actuelles des réserves fédérales des districts. Et 9 districts sur 12 ont signalé une certaine modération de l'inflation. Et ce, grâce à une baisse des prix de l'énergie et des matières premières. Mais il y a quand même une augmentation sur l'alimentation, les loyers, les services publics, les services d'accueil. Bref, tout ça en fait permet de confirmer que le 21 septembre, prochaine date clé de la Fed, va relever ses taux directeurs, triple hausse des taux prévue par 90% du marché. Alors oui, c'était le moment historique cette semaine avec une triple hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Enfin, ça y est, Christine, elle a commencé à se sortir. La Banque Centrale Européenne a accouché. Ah oui, c'est pas trop tôt. Les taux, ça y est, ils sont passés à 1,25%. Alors, le fait de quoi? Que l'inflation est beaucoup trop forte. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait quasiment un an qu'on a l'info. Et maintenant, elle estime que, en plus, cette inflation va durer pendant longtemps. Pour le moment, ceci dit, l'économie de la zone euro est en train de résister, et ce, a priori, grâce au tourisme. Alors, faut continuer à faire du tourisme. Pour aller visiter, je sais pas, la Tour Eiffel, l'Euro Disney. Bon, ceci dit, les entreprises pâtissent d'un niveau élevé des métaux, en fait, matières premières, l'énergie, et en plus de ça, pénurie d'approvisionnement pour les matériaux et les équipements. Bon, on l'a compris, l'économie devrait quand même en faire les frais d'ici la fin de l'année. Et pour avoir écouté son discours en intégralité, en direct, d'ailleurs ce Twitch, on était plus d'un millier d'ailleurs, vous étiez passé. Voici les projections d'inflation pour cette année 2022 et les années à venir. Et de l'autre côté, projections de croissance. La BCE va donc poursuivre cette hausse des taux. Au moins 2 prochaines hausses des taux, mais Christine Lagarde a déjà dit qu'a priori, elle n'en ferait pas plus de 5. À savoir que cette fois, elle a fait une triple hausse des taux, donc 75 points de base de plus, c'est pas une norme. À chaque fois qu'il y aura une hausse des taux, ça sera pas forcément 75 points de base. Ça, c'est pour détendre un petit peu les marchés. Pas de dégonflement non plus du bilan de la BCE. Ça menacerait un peu trop les emprunts d'État. Et l'impact pour la France, déjà, c'est que le coût d'emprunt est passé de 1%, ça c'était au mois de juillet, à 1,9% au mois de septembre. Augmentation aussi des exigences bancaires pour tout ce qui est prêt. Et cette hausse des taux aura de manière générale un impact négatif sur la consommation. Bref, la récession menace. Et en plus de ça, avec un euro qui est faible à la parité contre le dollar, la facture de tous les produits qu'on importe augmente. C'est ce qu'on appelle l'inflation importée. Et enfin, si à un moment donné, il y a certains pays qui seraient en galère parce que leur coût d'emprunt explose, no soussailles, la Banque Centrale Européenne sera là et arrivera à la rescousse. Elle achètera des obligations. On verra bien entendu l'impact que ça a eu sur les marchés après, pourquoi, etc. Cette semaine, enfin, rendez-vous annuel pour les nouveaux iPhone, tout ça. iPhone, on a iPhone combien? 71? 14, d'accord. J'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'ils nous sortent des iPhones tous les ans. Ah oui, en même temps, c'est le principe, d'accord. Bon, la keynote a eu lieu, le super iPhone 14, 14 Pro Plus Max. Ils pourront détecter les accidents avec un service d'assistance satellite. Non, c'est pas le service d'assistance, c'est l'appel d'urgence qui est satellite. Enfin bon, bref, c'est une première dans l'histoire de l'industrie. Sachant que l'euro, on l'a dit tout à l'heure, est au plus bas face au dollar depuis moultes années, et le prix de l'iPhone, il est tendu du slip. Il va falloir que tu te poses la question à peu près de la même ampleur que si tu achetais un appart. Le prix de l'iPhone en euros, on est au top de l'histoire. Donc pour ceux qui sont prêts à lâcher 1800 balles pour un téléphone, je crois que ça sort le 16 septembre. Un petit peu de patience. Allez, revenons en France avec Atos. Et là, déjà que le cours a été divisé par 10, elle se fait encore un petit peu plus démonter avec ce qu'a raconté Goldman Sachs. Il est passé vendeur sur le titre, il a divisé par 3 son objectif et selon lui, la fait de séparer ces deux métiers, l'infogérance de la transformation numérique, ça c'est trop complexe, trop ambitieux, visibilité zéro, situation financière fragile et la dette pourrait encore augmenter. Et si on ajoute à ça en plus le ralentissement économique, je crois qu'on a bouclé la boucle. Bref, suite à cet avis publié, l'action Atos a perdu 15% dans la journée. Alors on va continuer dans la catégorie de déboîtage. Ubisoft, elle a perdu 17% dans la journée. Ça, c'était mercredi. Il y a un accord qui a été trouvé avec le chinois Tencent qui monte au capital. Et donc, toutes les spéculations qu'il y avait eu d'un rachat de l'éditeur de jeux vidéo envolées. Donc forcément, les spéculations retombent. On va reprendre cette partie technique comme je l'ai fait la semaine dernière. Sachez que 1 pouce peut faire la différence 1000 fois. Mais 1000 pouces ne peuvent
1000 fois faire la... Bon, plus sérieusement, cette remontée des taux de la Banque Centrale Européenne a mis un peu de temps avant d'être digérée par les marchés. Je le disais d'ailleurs dans le Morning Mood, le marché en fait l'a pris mal dans un premier temps à court terme pour finalement un bien, parce que c'est vraiment cette volonté de lutter contre l'inflation que la Banque Centrale Européenne enfin met en avant. C'était le problème numéro 1, c'est toujours le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est cette fameuse inflation. Donc ça va forcément coûter à l'économie, mais clairement on ne peut pas continuer de cette manière. Donc dans un premier temps, et on va voir tout de suite les graphiques plus en détail, mais de manière un petit peu plus synthétique que la dernière fois. Première chose, c'est le dollar américain. Ça l'a soulagé un petit peu, hein. Alors on n'est toujours pas dans des signaux de retournement monumentaux, mais ça a soulagé le dollar américain qui est dans une pente ascendante depuis le début de l'année et même depuis largement avant, depuis début 2021, le dollar face à un panier de devises s'envole. Ça a marqué donc un petit coup d'arrêt, ce qui a permis notamment au marché américain de se ressaisir avec ce dollar américain, alors qui reste toujours fort, hein. Si on regarde l'euro contre le dollar américain, on est toujours finalement, malgré cette triple hausse des taux de la BCE, proche de la parité. On voit l'euro contre le dollar qui est toujours dans une tendance baissière depuis maintenant un sacré paquet de temps. On est sur des plus bas depuis plusieurs années, je vous le disais tout à l'heure, avec notamment Apple. C'est la même chose aussi sur les métaux précieux. Donc on sait très bien que les métaux précieux ne profitent pas d'inflation, parce que dans ces périodes d'inflation, finalement, avoir un lingot d'or sous son lit d'oreiller, ça rapporte pas grand chose, on perd de l'argent. Donc il y a cette problématique-là, et également le dollar qui progresse. Les métaux précieux, les matières premières sont libellées en dollars. D'un point de vue mécanique, quand le dollar monte, les métaux précieux en l'occurrence baissent. Alors la seule chose qu'on peut voir, c'est surtout sur le gold, l'or, on est dans une grosse zone entre 1670 et 1720, 1722. Vous le savez si vous avez le carnet de bord, on est ici dans une grosse zone. Là, c'est plus pour faire du DCA, c'est-à-dire si on a une perspective de long terme sur les cours de l'or, c'est plutôt d'essayer de l'accompagner. Là, on est vraiment sur une zone support importante. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas eu de réaction ultra positive cette semaine, mais pour la semaine prochaine, il va y avoir des chiffres importants. Eh bien, c'est cette zone des 1730 qu'il va falloir surveiller. Si on passe là au-dessus, on pourrait libérer un petit potentiel. Le pétrole, quant à lui, a subi donc une petite pression baissière qui a été contrée, si on regarde par exemple le Brent, qui a été contrée avec cette petite baisse de production annoncée par les membres de l'OPEP. Cette zone des 85 $ ici, c'est une zone moyen terme d'achat. Vous le savez, si vous avez le carnet de bord, si vous faites partie d'IVT, c'est une zone d'achat pour moi moyen terme. Pourquoi? Parce que c'était notamment les plus hauts qu'on avait connus à la fin de l'année dernière. Cette zone des 94 $, 95 $ a tenu depuis le début du mois de mars, une fois, deux fois, trois fois. On a même fait des plus bas de plus en plus haut. Et puis derrière, finalement, on s'est arrêté systématiquement. Derrière, ça rebondit. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et cette zone des 85 $ est pour moi une zone d'achat moyen terme. Donc pour le moment, on a eu finalement sur l'ensemble des indices une bataille acharnée depuis 2 semaines. Comme je vous l'ai expliqué, sur des gros niveaux un petit peu partout. C'est beaucoup plus propre d'ailleurs si je vais commencer par l'indice DAX, l'indice allemand DAX. Alors pourquoi celui-là si vous ne faites pas trop de bourse? Parce que c'est l'un des indices les plus tradés. Il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de liquidité, il y a beaucoup de mouvements aussi, beaucoup plus d'ailleurs que sur l'indice CAC. Mais l'indice DAX, donc ça reste une référence, et l'indice DAX est revenu sur cette zone des 12 400, 12 700 points. C'est une zone sur laquelle, au début d'année, ça a rebondi avec la guerre en Ukraine. Le marché a repris 20%, derrière il a repris 12%. Donc c'est la raison pour laquelle ces zones-là, je les travaillais tout simplement à l'achat, elles ont bien réagi. Le CAC, idem, je travaillais autour de cette zone des 6100, 6200. Je vous ai expliqué la semaine dernière ce petit pourcentage de risque supplémentaire que je prenais parce que il m'avait fait le même coup ici. C'était le 5 juillet, vous vous souvenez, donc ça j'avais détaillé ça très rapidement. Quand on était passé sous les 5850, ça y est, c'est le début de la fin. On a une énorme bougie rouge ici. Ça y est, on casse un support, on va descendre de 20 étages. J'ai pris le risque, je me suis dit non, on va attendre la fermeture des indices américains, parce que les indices européens ferment à 17h30, 17h35. Les indices américains continuent de coter jusqu'à 22h. Donc généralement, les indices américains aiment bien faire un petit peu les fourbes lorsque la clôture, la sonnette,
le son de la cloche de la fermeture des indices européens a sonné. Et donc, j'ai décidé en fait de faire la même chose, d'attendre un petit peu, parce que cette zone des 6100, 6200, peut-être qu'on pouvait baver, il fallait attendre le NFP, il y a eu une bonne réaction, il fallait peut-être aussi attendre la BCE, et puis finalement, bien on en a pris. Derrière, voilà, ce petit risque supplémentaire qui a été pris, et bien finalement derrière, ça s'est avéré gagnant, puisque l'indice CAC a pris depuis le jeudi de la semaine dernière 200 points. Donc c'est assez important. Moi, ça m'a permis déjà de retrouver mon point d'entrée initial. Ça m'a permis également de travailler plusieurs renforts. Alors, tous ne sont pas passés, mais le but, c'était justement d'attendre des signaux positifs. Et une fois qu'on a des signaux positifs, ensuite, c'est de travailler lorsque le marché commence à nous donner raison. Rodolphe, quant à lui, alors je me permets de parler de ça parce que Rodolphe avait justement initié un plan global, ce qu'on appelle un plan global de recherche d'achat sur l'indice de Jones autour des 32 000, 31 800. Si on passait en dessous des 31 300, invalidation du plan. Et donc, on est passé en dessous des 31 300 en clôture journalière. Et du coup, cette semaine, il a invalidé le plan. Il s'est dit, voilà, ça y est, terminé, je prends mes pertes là-dessus, je passe à autre chose et puis on verra bien. Sauf que derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien derrière, le marché nous a redonné des signaux positifs. Et à ce moment-là, tu as deux options. Soit tu pleures, t'attends et tu dis ça y est, c'est terminé, et puis je reviens dans 2 mois voir un petit peu, histoire d'avoir les esprits clairs. Soit tu dis, attends, mais le marché, il est en train de me donner des signaux positifs. J'y retourne pas. Et il faut avoir ce courage, cette force d'y retourner, l'expérience aussi, bien évidemment. Déjà, dans un premier temps, d'accepter, d'assumer finalement cette remise en question, que 31 008, 31 002, ça fonctionne une fois, 2 fois, 3 fois, puis la 4e, 5e, ça veut plus. Faut passer à autre chose, se remettre en question. Et puis, deuxième chose, de se remettre en question avec cette remise en question, d'y retourner finalement, parce que le marché nous redonne à nouveau des éléments qui allaient dans notre sens. Donc finalement, et je vais simplifier, le marché nous a montré qu'il a bien digéré cette remontée des taux historiques de la Banque Centrale Européenne, qui agit enfin. Je pense que c'est comme ça en fait le marché l'a considéré. Qu'on a vu justement techniquement des premiers signaux positifs qui apparaissent sur ces gros niveaux qu'on vient de voir un petit peu partout. CAC, DAX, Dow Jones, et également d'autres indices, notamment les indices américains, etc. Et donc, c'est pas maintenant que le marché commence finalement à peine à nous donner des signaux positifs, après s'être battu pendant 1 semaine, pendant 2 semaines sur ces niveaux-là, de travailler. Alors, s'être battu, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement travailler une position. Eh bien, c'est pas maintenant que le marché commence à nous donner raison qu'il faut s'arrêter. Je pars, et ça je l'ai déjà expliqué, pour cette fin d'année, sur des larges ranges qu'on pourrait avoir sur les indices, dans lesquels d'ailleurs nous sommes sur la majorité des indices, pas forcément depuis le début de l'année, mais on va dire depuis février-mars, depuis le début de la guerre en Ukraine, en fait, ça a commencé à plonger, et puis derrière, finalement, ça s'est stabilisé. Donc je pars sur cette hypothèse de travail-là. Pourquoi? Parce que finalement, toutes les mauvaises nouvelles qu'on connaît, inflation, hausse des matières premières, des prix de l'énergie, etc., on les connaît. Alors les bonnes nouvelles, il n'y en a pas non plus. Donc c'est pour ça que finalement, viser des records historiques sur l'ensemble des indices, c'est beaucoup trop ambitieux et ce n'est pas le contexte de marché actuel. Donc pression baissière, oui, toujours relativement présente. Et en même temps, on voit aussi techniquement, alors fondamentalement je viens de l'expliquer, mais techniquement, que les marchés, systématiquement, en fait, à chaque fois qu'on baisse un peu, il y a des violents rebonds. Donc ça peut être effectivement des rachats de short, ça peut être aussi saisir des opportunités dans des marchés qui ont quand même bien baissé depuis le début de l'année. Le SP500 a perdu 20%. On a dit officiellement qu'il était entré en bear market. Depuis que officiellement il est entré en bear market, d'ailleurs le SP500 je vais le mettre ici, finalement depuis, on a des grosses oscillations haussières et baissières à droite et à gauche. Donc ça nous montre vraiment que le marché est dans cette optique finalement de rester dans des phases de range. Donc le schéma est relativement simple dans cette hypothèse-là. C'est de continuer à travailler finalement proche des bornes basses de ces ranges. Je prends ici par exemple l'indice DAX. On va arriver, lorsqu'on arrive proche des bornes basses, ici c'est plutôt de travailler à l'achat. Et lorsqu'on arrive proche des bornes hautes,
c'est plutôt de le travailler à la vente. Alors bien entendu, entre les deux, il va y avoir des niveaux intermédiaires. Ça sera les premiers objectifs. 13 400 points par exemple sur le DAX, voire 14 000. Et à partir de 14 000, est-ce qu'on privilégiera les achats à ce moment-là? Non, ce sera probablement trop tard, sauf si on a vraiment des bonnes nouvelles avec cette remontée des taux directeurs de la Fed et de la Banque Centrale Européenne qui permettra de faire réduire l'inflation. Et là, à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, on pourra dire « Ok ». On pourra viser des records historiques. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà pour ce petit point d'un point de vue technique. Voilà, j'espère que ce format, ce entre-deux formats, vous plaira en tout cas. La Minute Pédagogie avec Xavier Fenot. Quand le marché nous donne tort, et ça arrive, ça ne faut pas se le cacher, il faut être calme, patient, prendre du recul et juste ne pas tourner tous les graphiques, tous les sens en 5 minutes. Ouais, il y a une bougie verte, rouge, mais peut-être que machin, etc. Voilà. Et il ne faut pas trader plus pour essayer juste d'avoir raison sur le marché. Bref, c'est peut-être ou parfois accepter la défaite. Par contre, à l'inverse, quand ça commence à bien se dérouler, c'est pas là qu'il faut rester observateur en disant ouais, c'est cool, j'avais bien dit. Ben non, il faut continuer à être acteur, renforcer, accompagner le mouvement, parfois sur des unités de temps un petit peu plus courtes, parce que c'est à ce moment où le marché commence à nous donner raison qu'il faut charbonner. Bah, charbonner, il faut y aller quoi. Parce que si on insiste quand ça va mal et qu'on a tort, bah on se fait défoncer. Et si on n'insiste pas quand ça va bien et qu'on a raison, eh ben on gagne rien. Donc n'oublie pas cette phrase, cette tirade, cette expression qu'on dit sur le marché. Gagner comme un riche, perdre comme un pauvre. Ça veut dire de ne pas subir de grosses pertes pour faire des petits gains. Sinon ça va être compliqué quoi. Sur les cryptos, après une petite frayeur en cours de semaine, finalement la capitalisation totale est en train de sortir par le haut du range dans lequel il évoluait depuis un peu plus d'une dizaine de jours. Alors on n'a pas encore de signal majeur à moyen terme, on est toujours dans cette dynamique baissière matérialisée notamment par ce canal descendant. Charge au marché maintenant de tenir pendant plusieurs jours cette capitalisation de 1000 milliards de dollars, puis de continuer à progresser bien évidemment avec des plus bas de plus en plus haut, et ce de manière régulier. Alors le Bitcoin, lui, était en sous-performance depuis un moment, notamment face à l'Ether. Il a eu quand même un sursaut de... comment on peut dire? Sursaut d'orgueil. Bah, il a tenu finalement les 18 000 dollars. C'était les plus hauts historiques de 2017, les plus bas de l'année. Il a relancé d'ailleurs dans la foulée, comme l'ensemble d'ailleurs des cryptos, mais aussi des actifs risqués. Et donc pendant cette période-là, bien entendu, on continue à travailler. Moi, j'ai décidé tout simplement de me focaliser sur Atom. Donc d'abord une première prise de position pendant le dump, là, pendant cette phase un peu c'est la fin, tout va s'effondrer, machin, etc. de dump. Et puis un renfort. Parce que Atom, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la minute pédagogique, commençait à me donner raison. Mais cette fois-ci, le renfort sans aucun allègement intermédiaire. Parce que quand tu allèges, tu te dis, bah, ça fait bien, tu vois, sur les réseaux et tout, ouais, j'allège, ça fait 8 objectifs que je prends sur ma position. Sauf que quand tu arrives au 8e objectif, en fait, tu n'as plus rien sur ta position. Donc en fait, tu gagnes que dalle. Bon, bref, pour 3 raisons. Privilégier Atom notamment. Et je parle bien évidemment de la gestion active. Je ne parle pas de la conviction de la position long terme que vous partage Rodolphe depuis maintenant pas mal de temps. Donc ces 3 raisons, c'est 1, ça m'a été profitable dans le passé. 2 semaines auparavant, j'avais pris 25% sur une position dans un marché qui était complètement flat. Disons, quand ça se passe bien, ça te donne envie d'y retourner. Deuxième raison, elle reste tout simplement dans une dynamique haussière claire et nette. Ici en daily, canal ascendant, moyenne mobile à 50 jours qui arrive en dessous en soutien et qui matérialise cette tendance haussière. Quand ça monte, il y a plus de chances que ça continue de monter parce que les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Et troisième chose, elle formait tout simplement un triangle ascendant matérialisé par des plus bas de plus en plus haut. Un bouchon autour des 13 dollars, le bouchon a sauté. Résultat, 40% de hausse sur Atom en 3 jours. Donc de la même manière que sur les marchés traditionnels, eh ben les cryptos, il va falloir continuer à travailler les plus fortes, sans s'enflammer, y aller progressivement, sécuriser quand on peut et à chaque fois qu'on a des nouvelles entrées. Comme ça évitera le drame absolu à chaque fois que ça consolide de 2-3% d'être en PLS. Sans oublier que généralement, c'est quand tout le monde commence à avoir peur qu'il faut y aller et que ce sont des opportunités. La preuve cette semaine sur les marchés traditionnels et également sur les cryptos. En tout cas, n'aie pas peur de mettre un like. Je vous kiffe, semaine de ouf. La rentrée,
ça a charbonné. Merci à l'équipe, FT, Charles. Et puis à très vite ici. Ah non, on a oublié. La semaine prochaine, inflation aux États-Unis. On peut pas se reposer quand même 2 minutes. Ça s'arrête jamais, ces trucs-là. Allez.